Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Céline Cossard. Bonjour chers auditeuristes, bienvenue à Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison. Alors, j'aimerais remercier Dig Radio de me donner cette belle carte blanche où je peux dessiner, écrire, colorier tout ce que je veux. Merci pour cette confiance. Et remercier les invités car à chaque fois les discussions et les pauses comptées m'ont enchantée. Et puis, bien sûr, remercier mon acolyte Nicolas Bonifay que vous n'entendez pas mais qui est bien présent derrière ses manettes. Sans lui, bien évidemment, l'émission n'existerait pas, ou alors juste dans ma tête. Et enfin, vous remercier, chers auditeuristes. C'est chouette de parler dans le micro pour des oreilles bien nettes. Pour finir cette saison en beauté, je vous propose de parler de contes, ou plutôt, de laisser les contes nous parler. Au tout début de cette émission, je vais vous promener dans les livres audio des éditions Oui-Dire. Voici des voix, des accents, des histoires, des petits contes de grands conteurs et de grandes conteuses. Alors, ouvrez grandes vos oreilles bien nettes. Chouette! Ça se passe dans un train. Oui, c'est une histoire qui date un peu. Ces deux types dans un train, ils sont l'un en face de l'autre. Il y en a un qui est un peu plus âgé, puis l'autre forcément un peu plus jeune. Le train roule dans la campagne, c'est une vieille histoire. Il y a les vaches qui passent, il y a les moutons. Au bout d'un moment, le plus jeune se penche vers l'autre et il dit « Monsieur, s'il vous plaît, auriez-vous l'heure ?» Et l'autre, au lieu de répondre, il tourne la tête vers la vitre et il dit « Je connais les hommes ». Le jeune homme se dit, il doit être un peu dur d'oreille, ou bien c'est un touriste japonais, donc il prend un peu plus de temps et il réitère sa question. « Pardon monsieur, s'il vous plaît, auriez-vous l'heure ?» Même manœuvre, l'autre tourne la tête vers la vitre et il dit « Je connais les hommes ». Le jeune homme en colère se lève, il sort du compartiment, il claque la porte et il s'en va. Dans un coin du compartiment, il y avait une grand-mère qui avait tout vu. Alors elle dit à l'homme qui était resté « Je crois, monsieur, que vous n'avez pas bien entendu ce que ce jeune homme vous a demandé. » Elle lui dit « Si, parfaitement, madame. J'ai parfaitement entendu, mais je connais les hommes. Si je lui avais donné l'heure, il m'aurait dit merci. J'aurais dit « Y a pas de quoi. » On se serait mis à parler, on aurait parlé de la pluie et du beau temps, et puis comme un fait exprès, il serait descendu à la même gare que moi. Alors sur le trottoir, on aurait continué à converser. Et au bout d'un moment, il aurait absolument tenu à me raccompagner jusqu'à chez moi. Alors devant chez moi, j'aurais pas pu faire autrement que de l'inviter à boire un verre. Seulement chez moi, il y a ma fille, qui est belle comme un rayon de bicyclette. Il aurait commencé à lui faire les yeux doux. Et puis elle est naïve, elle serait tombée dans le panneau. Et puis aujourd'hui, les choses vont vite, Ils seraient mariés, Ils auraient eu des enfants. Les enfants, il aurait fallu que je les garde le dimanche. Et puis alors aujourd'hui, les gosses, ça touche à tout. Ils m'auraient abîmé ma collection de papillons. Ça m'aurait rendu malade, j'en aurais fait un ulcère. Il aurait fallu m'opérer. Seulement ce jour-là, le chirurgien n'aurait pas été en forme, parce qu'il aurait fêté la promotion à l'éducation nationale de son voisin de palier, dont la femme est radine à cause de son père qui a fait la guerre. Elle aurait servi du mauvais Beaujolais, Le chirurgien serait arrivé le matin barbouillé et il m'aurait raté, je serais mort. Et puis alors, il aurait fallu m'enterrer un enterrement minable, sans fleurs ni couronne. Vous pensez, un gendre qui a même pas les moyens de se payer une montre. Cette drôle de petite histoire vous était racontée par Pepito Matteo, passeur de mots, rêveur, auteur qui trimballe son imaginaire jusque dans notre réalité. Pour continuer, voici une autre voix, un autre univers, celui de Nadine Walsh, conteuse québécoise qui par ses œuvres nous bouscule, nous réveille. Jean était un drôle de bonhomme. Il y en avait rien qu'un de même dans le pays. Souvent, on le voyait, il se promenait, il marchait le long des plages, des grèves. Et là,
il s'arrêtait. Il ramassait une pierre, il la regardait, puis il la reposait ailleurs, ou dans une position différente. On ne savait pas pourquoi. On l'appelait Jean des Pierres. Ah, c'était le meilleur bonhomme pour construire un mur pour enclore son champ. Et puis quand on lui demandait pour bâtir un mur, il commençait toujours par s'asseoir dans le champ, immobile. Il écoutait le vent. Et il revenait plusieurs jours de suite pour voir si le vent y allait changer. Quand il était prêt, il disait quelle direction qu'il fallait donner à ton mur, quelle hauteur, quelle épaisseur, et à quel endroit exact il fallait le construire. Nous autres, on posait pas de questions. On faisait toujours ce que Jean des Pierres disait. Mais le vent, la mer, les eaux souterraines s'ingéniaient à ébranler chaque muret, à saper ses bases qu'on croyait solides, à battre ses flancs jusqu'à ce qu'ils cèdent, mais les murs de Jean, jamais ils bougeaient. Oh, puis c'était tout qu'un spectacle de voir Jean monter ses murs, pierre par pierre. Il étudiait chacune des pierres, il les regardait, les tâtait, cherchait leur âme. Puis, il décidait de sa place. Et là où il avait dit qu'elle allait, elle restait. Quand tout était fini, Jean restait un long moment devant son mur, devant son œuvre. Son visage resplendissait, ses rides disparaissaient et on pouvait même voir un sourire apparaître au coin de ses lèvres. On disait que ce qui le rendait ainsi, c'était la musique des pierres. Mais d'année en année, Jean devenait de plus en plus difficile et voulait juste travailler les jours de grand vent. Nous autres, on se disait que c'était des caprices de vieil homme. Mais c'était beaucoup plus grave que ça. Au fil des ans, Jean posait ses pierres avec appréhension. Il hésitait. Il défaisait ce qu'il avait fait, il recommençait. Puis on n'arrivait jamais à savoir pourquoi. Puis lui, comme d'habitude, il disait rien. On commençait à dire que Jean perdait la tête. Mais Jean, il perdait pas la tête. Il devenait sourd. Il s'en était rendu compte peu à peu. Avant, le moindre murmure du vent faisait chanter les pierres. Et là, seuls les grands vents permettent à leur voix de l'atteindre et bientôt même les tempêtes les laisseraient muettes. Jean y comprenait tout ça, mais il continuait toujours à s'asseoir le long des murs à espérer le moindre soupir. Il travaillait presque plus. Une nuit, il revenait de travailler, il s'était dit « Ah, c'est mon dernier mur, j'en ai assez fait. » Il se sentait pas bien, il se sentait malade. Il s'allonge tout transi dans son lit, puis il finit par s'endormir. Au milieu de la nuit, il entend une plainte, un gémissement. Il se lève, il jette sa cape sur son épaule et sort sur le pas de sa porte. Il y avait une voix qui se lamentait dans le vent. Ça venait de par là-bas, vers la mer. Jean y enfile ses sabots, puis le cœur serré et court sur le chemin. Il savait qui pleurait, il savait qui l'appelait. Il y en avait eu comme le pressentiment dans l'après-midi, en posant la pierre au milieu du mur. Il n'avait pas choisi pour elle la bonne place. Puis là, elle souffrait. À cause de lui. Le lendemain matin, on a découvert le corps de Jean, enseveli sous les pierres. Son dernier mur s'est effondré avec lui. Et
sommeil entre ses bras. Comme un enfant qu'on berce, il serrait une pierre. Pour parler de quelqu'un qui n'est pas comme les autres, quelqu'un qui est un peu étrange, un peu bizarre, on dit « il est fêlé ». En arabe, ça va encore plus loin. La racine qui donne le mot « fêlé » donne aussi le mot « poète ». Sha'ir, poète. Mash'our, fêlé. Sha'ir, mash'our. Et puis, il y a un proverbe qui dit « Bienheureux les gens fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Et ce proverbe, comme tout le proverbe, a une histoire. Il y a très longtemps, à l'époque où l'eau n'arrivait pas encore dans les maisons, en ces temps-là, il y avait des vendeurs d'eau, des porteurs d'eau. Et il y avait un porteur d'eau qui avait 2 pots en terre, 2 jarres. Cet homme attachait les 2 pots en terre de 2 côtés d'un bâton. Il mettait le bâton sur ses épaules et puis il descendait. Il descendait en bas d'une vallée. Et là, il y avait une source d'eau pure. Le porteur d'eau remplissait ses 2 pots et puis il remontait. Il arrivait dans les villages complètement épuisé. Il vendait l'eau, il repartait. C'était son métier. C'est comme ça qu'il vivait. Mais voilà le pot qui était à gauche. Celui-là était fêlé en son milieu. Chaque fois qu'il arrivait dans le village, il avait déjà perdu la moitié de l'eau. Un jour, le pot fêlé allait à son maître, tu sais, j'ai honte. Pourquoi tu dis ça? Dis, tu es comme moi, tu vois très bien, quand j'arrive au village, j'ai déjà perdu la moitié de l'eau. Jette-moi, prends un autre, je comprendrai. Le porteur d'eau a souri. Et lui a dit, toi, t'es comme tous les fêlés. Tu ne regardes jamais par terre. Toujours la tête perdue dans les étoiles. Écoute, demain seulement, en remontant de la source, en remontant de la vallée, regarde par terre. Et peut-être tu comprendras. Le lendemain, à son habitude, le porteur d'eau est descendu en bas de la vallée. Il a rempli ses 2 pots. Et il a commencé à remonter. Pour la première fois de sa vie, le pot fêlé a regardé par terre. De son côté, il y avait des fleurs toutes les couleurs. De l'autre côté, il n'y avait absolument rien. C'était complètement sec. Son maître a souri. Il a dit, tu vois, quand j'ai vu que tu étais fêlé, quand j'ai vu que tu perdais l'eau, j'ai mis quelques graines de ton côté. Tu les as arrosées sans t'en rendre compte et les fleurs ont poussé. Et moi, le porteur d'eau, chaque matin quand je prends cette pente impossible, je regarde les fleurs et le chemin devient léger à mon cœur. Alors bienvenue à tous les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Cette histoire était racontée par Djihad Darwish, conteur libanais, spécialiste des contes merveilleux et bien sûr des contes des 1001 nuits. Et pour terminer ces pauses contées, nous partons dans le sud de la France avec cette histoire pétillante de Agnès Dumouchel. Il était une fois un homme et une femme qui fêtaient leur anniversaire de mariage. Et oui, le temps passe, il faut le célébrer. Alors ils s'étaient préparés un bon petit repas. Et puis ils s'étaient attablés, ils avaient commencé à le manger. Puis à un moment, il y a l'homme qui se penche au-dessus de son assiette, qui fixe la table. Oh bah dis donc. Oh bah regarde. Oh bah ça alors. Oh bah il y a un pou qui traverse la table. Alors la femme, elle se penche, elle aussi. Oh bah ça alors. Oh bah dis donc. Ah bah oui mais non hein. C'est pas un pou. C'est une pouille. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un pou. Ah non, je suis désolée, mais c'est une pouille. Une pouille. Mais tu dis n'importe quoi, c'est un pou, je te dis un pou. Ah non,
non, non, c'est une pouille, une pouille, une pouille, une pouille. Et ils se sont disputés. Moralité, si vous voulez fêter un anniversaire de mariage tranquille, éloignez les insectes. 1 an plus tard, ces deux-là, ils fêtaient à nouveau leur anniversaire de mariage. C'est ça qui est bien avec les anniversaires, ça revient. Et l'homme, il était en train de préparer une sauce, il tournait la sauce dans sa casserole, et puis la femme, elle était en train d'éplucher les pommes de terre. Puis soudain, l'homme... Oh bah dis donc, bah tu te souviens, l'an dernier, il y a un pou qui a traversé la table. Oh oui, mais oui, si je me souviens, alors oui, ça c'est sûr, hein. Mais c'était pas un pou, c'était une pouille. Et ils se sont redisputés. Moralité, avoir de la mémoire c'est bien, oublier c'est pas mal non plus. 10 ans plus tard, cette histoire-là, c'était pas seulement aux anniversaires de mariage, c'était tous les jours. Tous les jours, si vous aviez été petite souris, vous auriez vu l'homme d'un côté de la cheminée, la femme de l'autre. L'homme derrière son journal. Un pou, je te dis un pou, un pou, un pou, un pou, un pou, un pou. Et la femme qui tricotait. T'es une pouille, 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 pouille. Un jour, l'homme, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, il a emmené sa femme jusqu'au bord de l'étang, il l'a plongée dans l'eau, il a enfoncé sa tête sous l'eau. C'est un pou, je te dis un pou, un pou, un pou. Oh, c'est pas qu'il voulait lui faire mal, non, il voulait juste qu'elle comprenne quelque chose. Et puis, quand même, il s'est rendu compte, alors il a lâché la pression et la tête de sa femme a réapparu à la surface. Hop. Alors il a renfoncé la tête et il a attendu. Et puis il y avait des petites bulles qui venaient éclore tout autour de la tête de la femme. Et chacune d'elles faisait pouille, 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 pouille. Jusqu'au moment où il n'y avait plus de bulles. Et là, l'homme a senti un grand vide le traverser. Mais il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis fou. Alors il a lâché la pression. La tête de sa femme a réapparu. Il a aidé sa femme à sortir de l'eau. Oh, je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. Excuse-moi, je suis désolée. La femme, elle a juste eu un petit sourire en coin. Puis elle a dit, tu sais ce qu'il nous faut à tous les deux? C'est qu'on rentre à la maison. Et puis qu'on se fasse des poupouilles. Imagine un pays tout doux, où tous nos rêves les plus fous s'exauceraient. On pourrait toute la journée passer notre temps à nous chouchouter, jusqu'à devenir tout mou comme des chamallows mous. Viens faire des papouilles en Papouasie. Viens faire des gratouilles dans mon pays. Viens faire des papouilles en Papouasie. Viens faire des papouilles, oh oui, oh oui. On se fait des câlins toute l'année, c'est inscrit sur le calendrier. Ici, il n'y a aucun jour férié. On n'est jamais lassé de s'enlacer, jusqu'à devenir tout mou comme des chamallows mous. Viens faire des papouilles en Papouasie. Viens faire des gratouilles dans mon pays. Viens faire des papouilles en Papouasie. Viens faire des papouilles, oh oui, oh oui. Bien sûr, il n'y a aucun problème, parce qu'évidemment tout le monde sait. Et si tu as un petit souci, c'est Calido et mon thérapie. Et s'ils appellent à l'aide, on te ramène en plaine. Viens faire des papouilles en Papouasie.
en Papouasie. Viens faire des papouilles, oh oui, oh oui. Et si l'on dansait le boogie-ligili sur ton petit boogie, où l'on se fait des guilis. Et si l'on dansait le boogie-ligili sur ton petit boogie, où l'on se fait des guilis. En Papouasie, viens faire des gratouilles dans mon pays. Viens faire des papouilles en Papouasie. Viens faire des papouilles. Viens faire des papouilles. Viens faire des papouilles en Papouasie. Viens faire des gratouilles dans mon pays. Viens faire des papouilles en Papouasie. Viens faire des papouilles, oh oui, oh oui. Nous étions réveillés par les agités du bocal avec Papouille en Papouasie. Le moment de rêverie du mois de septembre a engendré une belle histoire que nous a fait parvenir Sylvie. Écoutez. Imaginez, vous êtes devant une prairie. Vous contemplez, vous sentez, vous ressentez. Puis survient un bruit, un son, quelque chose qui semble anodin, mais vous savez que c'est un événement important, car plus rien ne sera comme avant. Attendez, ça enregistre là ? Oui, c'est que j'aimerais recommencer. L'histoire ne débute pas vraiment comme ça. Ah, je peux, c'est vrai ? Bon, alors voilà. C'est l'histoire de Poussin. Poussin, 1,80 m et 90 kg, cheveux bruns, barbe noire. Petit, Poussin était déjà grand, mais il s'en fichait complètement, car il restait le Poussin de sa maman. « Oli Poussin, je vais te raconter une histoire !» Il adorait l'heure de se coucher pour ce temps-là, pour le grand méchant Pierre et les 7 petits moutons, Alice au pays des bonbons. Dans sa tête, avant de s'endormir, tout se mélangeait, et ça faisait des bobines d'histoires de toutes les couleurs. Poussin, petit, était déjà grand, et les choses ne se sont pas rangées en grandissant. Poussin, Poussin, le bébé de sa maman. Les autres avec lui n'étaient pas tendres, mais Poussin s'en fichait complètement. Car Poussin poussait avec un rêve en tête. Tu veux faire quoi, Poussin, quand tu seras grand ? Bûcheron ? Rugbyman ? Agent de sécurité ? Non. Poussin voulait être dentelière. Sa maman approuva tout de suite. Son père, un peu moins. Pour ne pas dire pas du tout. Mais enfin réfléchis. T'en as déjà vu, toi, des dentelières dans la vraie vie ? C'est un métier de fille, en plus. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Et puis on ne devient pas dentelière comme ça. Doit bien y avoir une formation. Ah, ton père a raison, Poussin. On va te former. Et je connais quelqu'un qui va nous aider. C'est comme ça que Poussin se retrouva devant une amie de sa mère. Cheveux gris longs, pull arc-en-ciel long, short court. La vieille femme parlait peu. Elle plissait sur tous les yeux. Je vois. Il lui faut ma prairie. Là, vous voyez, la prairie arrive. On ne sait pas encore si elle sent bon, mais il y a le blé qui ondule, des coquelicots rouges, des papillons qui louvoient de pâquerette en pâquerette. Et si je ne m'abuse... Ah si, c'est officiel, cette prairie sent le miel. Au bord de la prairie, notre Poussin arrive à pas lents. La vieille femme avait apporté un panier en osier très chic. Elle en sortit.
un tapis persan, une table de style Louis XVI pliante, 2 chaises avec dossier, un sucrier en cristal, une théière à fleurs et 2 tasses en porcelaine rose avec de la dorure sur les bords. Je vous en prie, asseyez-vous, il est pile 5 heures. Les carillons du clocher du village tout proche traversaient les épis de blé. Pouvez-vous me passer le sucre? Et l'eau chaude aussi. Dans la théière, oui, évidemment. Où voulez-vous que je mette l'eau chaude? Enroulée dans le tapis? Poussin commençait à trouver la situation bien étrange, mais il passa la théière. Et maintenant, la vieille femme sortit d'un tiroir caché sous la table une boîte en argent. Choisissez un sachet de thé. Poussin prit au hasard un rooibos vanille, le mit dans sa tasse et la vieille femme versa l'eau. Maintenant lisez. Lire l'eau. Mais non, Poussin, la phrase. Vous n'avez jamais remarqué que certaines marques de thé laissaient des messages au bout des sachets? Votre parole est le miroir de votre bonté. Parfait. Maintenant, suivez ma voix. Et ce qui serait bien, ce qui serait mieux encore, ce serait de fermer les yeux. Voilà, on y est. Alors, on a bien la prairie, le son qui déclenche la situation narrative, on est bon pour les consignes. Si vous avez envie, vous pouvez faire comme Poussin, vous pouvez fermer les yeux. Bravo. Vous avez choisi de vous accorder ces 5 minutes pour vous, ces 5 minutes de vigilance et d'attention. Asseyez-vous confortablement sur votre chaise, les pieds bien à plat. Trouvez une posture digne. Gardez votre dos bien droit. Un dos droit canalise l'esprit sauvage. Un dos droit maîtrise, gaine, contient vos pensées les plus rebelles. Respirez. Respirez grand. Respirez blé, avoine, colza, paille craquante. Respirez plus loin. Trèfle et plantain, renoncule et hélium, orchis déployé. Respirez plus loin encore. Cumulus laiteux, cirrostratus éthéré. Lâchez à présent votre esprit dans ce paysage. Laissez-le gambader, dévaler, s'enivrer. Puis laissez-le revenir à vous, car il reviendra toujours à vous, docile, en attente d'attention de votre part. Ouvrez à présent les yeux, l'esprit calme et libre, courbez le dos et soumettez-vous à ce que vous êtes vraiment. Poussin n'était plus le même. Depuis cette leçon de relaxation très particulière, il voyait des sportifs dévaler des tunnels comme des lapins blancs avec leur réveil chronomètre, des maisons de paille, de bois, de briques, des filles princesses qui détestaient les petits pois, des nageuses habiles comme des sirènes, des chats farceurs et malicieux. Il voyait, il n'arrêtait pas de voir. Alors, cette formation dentelière, ça avance? Le père en doutait. Mais depuis que Poussin avait poussé d'un coup, que Poussin était Poussin, 1,80 m et 90 kg, cheveux bruns, barbe noire, il lui demandait plus gentiment, presque en s'excusant. Ça avance, oui, ça avance. Sa mère en était certaine. Un jour, Poussin passa près de la prairie de la vieille femme sans s'en rendre compte. C'était un jour nacré, un jour à grillons et à coquelicots dansants. Au milieu d'une gerbe de blé froissé, il y avait un tout petit garçon qui pleurait à chaudes larmes. « J'ai perdu mon doudou mouton, j'ai perdu mes parents !» Il s'était enfoncé dans le champ et ses parents ne le voyaient plus. « Ne t'inquiète pas, petit, on va les retrouver. » Poussin
mit délicatement Petit sur ses épaules, et pour le consoler, il lui raconta une histoire. Alors voilà, c'est l'histoire d'une prairie que Doudou Mouton aime contempler, sentir, ressentir. Non, attends, c'est pas tout à fait ça. C'est l'histoire d'un Doudou Mouton qui s'empiffre de trèfle toute la journée dans une prairie, alors que sa maman lui avait toujours recommandé de ne pas grignoter car ça use les mailles des dents. Mais un jour, sans s'en rendre compte, il goûta une rose et lorsque sa langue détecta ses arômes les plus subtils, elle claqua au palais et un son terrible se propagea. Doudou Mouton trembla et il sut immédiatement que plus rien ne serait comme avant. Le petit était si bien, si calme. Poussin ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Il tirait un fil, l'histoire coulait de source. Et à cet instant, il sut qu'il avait en lui des fils de toutes les couleurs, de toutes les tailles, des fils pour faire rire et pleurer, pour calmer ou réfléchir, des fils pour faire passer le temps, des fils à tisser, des fils de dentelière. Ce soir-là, après avoir déposé Petit dans les bras de ses parents bien contents, que Doudou Mouton fut retrouvé sous un tournesol géant, Poussin rentra chez lui et déclara « Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. » Son père était rassuré. « Mais je le savais que tu deviendrais conteur et non dentelière. Tu as ça dans le sang depuis tout petit. » Depuis, Poussin, 1m80, 90 kilos, cheveux bruns, barbe noire, sillonne les chemins, contemple, sent, ressent le monde à la recherche des plus beaux fils à piquer et entrelacer pour créer ses histoires. Et si un jour vous passez près d'une prairie et qu'une vieille femme vous demande de prendre le thé à 5 heures précises, à l'heure où les carillons d'un clocher traversent les épis de blé, acceptez son invitation. Il se peut qu'elle révèle, par une leçon de relaxation, le meilleur de vous-même. Laissons Poussin sur son chemin de conte, la vieille dame à sa leçon de relaxation, et retrouvons ces phrases entendues à ce même micro. Yolande, Pierre, Jérôme et Violette nous parlent de conte. C'est très vrai pour le conte, on fait un mélange entre ce qu'on est soi, ce qu'on porte et le public qui est en face aussi, parce que du coup c'est du seul à seul, le public et soi-même, donc on fait aussi avec le regard des personnes, avec ce qui répond, ce qui ne répond pas. Je cherche toujours comment raconter, c'est un peu comme comment guider quelqu'un à travers un paysage, mais le paysage change et le public change, et ce paysage-là, c'est un désert, là c'est une montagne, là c'est une plaine, là j'ai envie de les emmener loin ou pas loin, et c'est trouver le ressort de raconter une histoire, quelle que soit la situation. En ces périodes très tourmentées où on a parfois, il y a du brouillard devant nous, moi je pense que de regarder aussi à la fois comment on a été, qu'est-ce qui nous a construit, les récits qui nous ont portés peuvent nous éclairer aussi à les chemins de demain. Et puis, je suis persuadé que dans les contes, dans les histoires, il y a vraiment toutes les réponses à nos questions. Alors, avec une dimension qui est une dimension imaginaire, mais pour moi, c'est fondamental. C'est une respiration. Et en fait, les histoires, c'est vraiment un média qui est universel, intergénérationnel, et je trouve que ça s'y prête pleinement. Tout le monde est happé par une histoire. Alors pas toutes forcément, mais je veux dire, on a tous des histoires à raconter, et c'est ça qui est beau dans ce lieu, c'est que toutes les histoires ont leur place. Je trouve ça magnifique, moi. Oublions la parole un instant. Je vous propose une minute de silence, ou plutôt une minute
de voyage. Installez-vous, parez au décollage. Et oui, vous êtes en montagne, au bord d'un petit torrent. Ça fait du bien, ça rafraîchit, non ? À présent, il est temps de vous annoncer les prochains événements. À vos agendas. Le dernier rendez-vous de Juste Éclos, c'est le 25 juillet à Pissotte, avec la soirée concert guinguette du groupe Doon, musique celtique à l'honneur. Le programme, les infos et réservations sur Hello Asso, Facebook et Instagram. Vous cherchez Juste Éclos. Si vous voulez du merveilleux, du frais, de la végétation, vous pouvez me retrouver pour 2 balades comptées dans la forêt de Mervan les 28 juillet et 12 août. Réservation auprès de l'Office de tourisme de Fontenay-le-Comte. Et je serai avec ma partenaire Émilie Vin au Festival du Nombril à Pougnérisson les 13, 14 et 15 août avec le spectacle Face aux arbres. Réservation sur le site nombril.com. Notre mot de fin est conte. Ce que l'on apprend dans un conte, qu'on n'apprend nulle part ailleurs. Extrait d'un texte d'Anne-Gaëlle Gauduchel, conteuse. À l'heure des séries, des réseaux sociaux, des intelligences artificielles et des connaissances disponibles en quelques secondes, pourquoi continuer à écouter une vieille histoire qui commence par « Il était une fois » ? Peut-être parce que les contes transmettent des savoirs qu'aucune autre école n'enseigne. Ils nous apprennent d'abord à vivre. Et vivre dans les contes signifie toujours vivre avec. Avec les autres, bien sûr, mais aussi avec le vivant. Dans les contes merveilleux, les arbres parlent, les oiseaux donnent des conseils, les montagnes répondent, les rivières décident d'aider une jeune fille, un renard devient un allié, une vieille femme connaît le chemin que personne ne voit. Les animaux, les plantes, les pierres, les sources, le vent, les saisons ne sont jamais un décor. Ce sont des êtres avec lesquels il faut apprendre à entrer en relation. Le héros, l'héroïne ne conquiert pas le monde. Il, elle, apprend à l'habiter. Elle sait qu'on ne traverse pas une forêt comme on traverse un parking. Il comprend qu'il faut demander, remercier, observer, écouter. Il offre son dernier morceau de pain à un inconnu, libère un poisson, épargne un vieil arbre, aide une fourmi. Plus tard, ce sont ces mêmes êtres qui viendront le secourir. La force ne sauve presque jamais le héros, l'héroïne. Ce qui les sauve, c'est la qualité de leur relation au monde. Notre époque aime les réponses simples. Les contes, eux, aiment les questions qui restent ouvertes. Ils parlent à plusieurs endroits de nous en même temps. À notre intelligence, bien sûr, mais aussi à notre mémoire, à nos émotions, à notre corps, à nos rêves, à notre histoire familiale, à notre imagination, à notre expérience du monde. Peut-être même à des mémoires plus anciennes, plus enfouies,
qui traverse les générations et dont nous ignorons tout. Un conte ressemble moins à une démonstration qu'à un écosystème. Chaque élément existe parce qu'il est en relation avec les autres. La conteuse Claire Garrigue formule cette proposition que j'aime beaucoup. Chaque personnage, chaque animal, chaque objet, chaque épreuve du conte pourrait être une partie de nous-mêmes. La vieille femme serait une forme de notre sagesse. Le loup, une puissance sauvage. La rivière, notre capacité à laisser circuler la vie. La montagne, l'obstacle qui nous oblige à grandir. La forêt, ce lieu où l'on se perd pour mieux se retrouver. Le conte nous invite à retrouver une pensée plus vaste, plus souple, plus relationnelle. Une pensée qui accepte que plusieurs vérités coexistent. Une pensée qui écoute avant de conclure. Une pensée qui sait que vivre ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes, mais à apprendre toute sa vie à entrer en relation avec les autres, avec le vivant, avec l'invisible, et avec toutes les parts de nous-mêmes qui cherchent, depuis toujours, à retrouver leur place dans le même récit. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. In my arms when I want you. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, 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 dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. C'était All I Have to Do is Dream des Everly Brothers. Un peu de douceur que je vous souhaite pour cet été. Chers auditorices, on se retrouve dès le mois de septembre avec du conte encore et encore. Et en attendant, je vous dis merci pour vos oreilles, merci pour votre écoute.